Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Peut-être qu'aujourd'hui, à cause de la tempête qui est devenue un blizzard, va falloir que quelqu'un m'explique la différence entre les deux. Peut-être qu'à cause de la tempête, mieux connue sous le nom de blizzard, vous faites du télétravail. Si c'est le cas, je vous salue. Si vous êtes vaillant et que vous êtes allé travailler, je vous salue aussi. Bref, je salue tout le monde. Je vous remercie d'avoir choisi CUM pour passer votre après-midi. Et je vous promets qu'aujourd'hui, vous ne regretterez pas votre choix. De toute façon, tous les jours, à toute heure, jamais vous n'allez regretter votre choix. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a pour vous une émission particulièrement intrigante. On va commencer l'émission avec deux invités. Il y en a un que vous connaissez déjà parce que il est déjà venu à l'émission. C'est Joël McGuirk qui est à ma gauche. Bonjour Joël. Bonjour Sophie. Tu es connu comme étant Joël, le gars qui s'est fait des invités de Tout le monde en parle, McGuirk. Hein? Je t'avais reçu le lundi après que tu aies été désinvité de Tout le monde en parle. Tu devais aller là pour parler du documentaire Alpha. Et on avait une discussion drôlement intéressante. Toi, ta blonde, c'était vraiment passionnant. Donc, je te remercie d'avoir bravé la tempête pour venir avec nous. On avait eu Hélène Boudreau aussi. Oui. Comment oublier Hélène Boudreau, la fille de l'UQAM, qui s'en était pris un petit peu à toi, mais prise. Mais merci d'avoir bravé la tempête. Donc, ça, c'est à ma gauche. À ma droite, il s'appelle Frère Lanfone. Il est frère dominicain. Bonjour. Bonjour. Et si les gens se demandent pourquoi vous êtes là, la première chose que je voudrais faire, c'est vous demander de vous lever pour qu'on voit, parce que vous êtes arrivé en habit. En habit. Donc, un vrai habit. Donc, moi, j'ose pas trop toucher parce que peut-être que je vais être excommuniée. De toute façon, j'ai fait mon apostasie, donc ce serait pas si grave que ça. Mais pouvez-vous nous décrire ce que vous avez, pour tous les gens qui nous écoutent? Vous avez donc une chasuble blanche. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est un habit religieux dominicain. Oui. Alors, l'ordre dominicain, c'est un ordre qui a 800 ans Vous pouvez vous asseoir, comme ça on va mieux vous entendre dans le micro. Alors, c'est un ordre qui a 800 ans d'histoire. On a été fondé par Saint-Dominique et on a un habit. Alors, l'habit est composé notamment de cette pièce-là qui s'appelle la capuce. On a cette pièce qui s'appelle un scapulaire. Et on a un rosaire, parce que c'est une prière qu'on chérit beaucoup chez les dominicains. D'accord. Donc, il y a vraiment plein de petites billes. Donc, à tout moment pendant la journée, vous pouvez faire une petite prière, puis demander la miséricorde ou la... Tout à fait. On prie pour le monde, et puis on passe quand même quelques heures par jour à prier. Donc, notre journée est vraiment scandée par différents moments de prière. D'accord. Alors, on espère qu'on ne rentre pas trop dans votre horaire et qu'on ne va pas vous empêcher. D'ailleurs, j'ai oublié de saluer ma belle Cybèle. Bonjour. Oui, moi, je suis passionnée parce que ce qu'on va vivre comme discussion, je suis vraiment intriguée. Alors, tu as toutes les raisons d'être intriguée. La raison pour laquelle j'ai réuni Joël et Frère Lanfone, c'est que vous avez commencé il y a quelque temps. C'est la grosse mode des podcasts. Évidemment, c'est comme ça qu'on t'a connu, Joël, avec le Lucide podcast. Vous avez lancé un podcast tous les deux qui s'intitule Le Musclé. On voit ici les muscles de Joël. Sophie vient de tâter le muscle. Je viens de tâter un des nombreux muscles de Joël. Et donc, ça s'appelle le musclé et le moine. Donc, Joël, tu viens de m'apprendre que le Lucide podcast, c'est fini. Vous avez enregistré votre dernier exemplaire il y a un mois. Environ un mois, oui. Et pourquoi vous avez mis fin au Lucide podcast? Parce qu'Olivier Jean a des projets en République dominicaine. Je connais pas tous ces projets, entre autres l'immobilier qui est en train de boomer là-bas. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que faire ça à distance, au début, on avait eu l'idée de le faire à distance, mais on n'aurait pas la même énergie, on serait pas autant motivé de le faire. On l'a essayé. Toutes les féministes du Québec sont en deuil avec la fin du Lucide podcast. Ah oui, ils sont toutes en train de pleurer. Là. Ben oui, toutes en train de pleurer. Ils ont des bonnes larmes de libéral, on aime ça, c'est pas vrai. Alors, vous avez décidé, toi et Frère Lanfone, de partir ce podcast. Donc, vous êtes tous les deux, vous recevez des gens. J'aimerais qu'on écoute un petit extrait parce que vous avez reçu une ex-star de la porno. Elle s'appelle Tangerine Dream. J'aimerais ça qu'on en écoute un petit extrait. Je vais demander à mon collègue Jean-Philippe Leroux de nous faire jouer ça. J'ai pas tendance à croire que l'Église catholique
m'acceptait comme que j'ai. Donc, au fond, tu te sens jugé, quoi. Exactement. Je me sens jugé par un endroit qui est supposé d'accueillir tout le monde. Fait que ça a pas été pour moi un endroit plaisant. C'est pas toutes les églises qui sont comme ça. Mais malheureusement. Alors ça, je trouve que ça représente bien votre podcast. Vous êtes donc vous n'êtes pas un curé, vous n'êtes pas un prêtre, vous êtes un frère. C'est pas la même chose. Religieux, ouais. Toi, Joël, comment on décrirait un influenceur qui ne cache pas sa foi? D'ailleurs, tu as une croix autour du cou. Non, écoute, ça fait 2-3 ans que j'ai cette croix-là. J'aiguise ma foi de semaine en semaine. Je suis pas parfait, je pense que personne n'est parfait. Est-ce que je me considère comme un influenceur? Je t'aurais dit un an, non, mais avec tout ce qui s'est passé, avec la saga Tout le monde en parle, le documentaire Alpha, donc j'ai plus le choix de me dire influenceur aujourd'hui. Mais par contre, pour moi, quand j'ai rencontré l'enfant, on avait un peu la même mission, c'était d'évangéliser les gens. À ce point-là? D'évangéliser les gens, déguiser un petit peu leur foi, leur spiritualité, parce que je pense qu'on est allé trop vers la gauche, vers le wokisme, puis je pense que c'est important pour ramener les valeurs traditionnelles. Ça, c'est mon but à moi. Je vais parler au « je », c'est pas les buts à l'enfant. On est deux entités différentes. La raison pourquoi je le dis aujourd'hui, c'est parce que dans le passé, avec Olivier et Jean, si Olivier disait une chose, j'étais associé à ça. Si je disais une chose, il était associé à ça. Là, je tiens à le dire, on est deux entités différentes. Donc, tu parles en ton nom propre. Je parle à mon nom propre. Toi, tu avais envie d'évangéliser ou d'aiguiser la foi. Donc, tu dis aiguiser. Moi, je vois évidemment l'image du petit crayon qu'on est en train d'aiguiser. Oui. Comment on peut... Vous le savez peut-être, moi, je suis complètement athée. J'ai fait mon apostasie. Je veux plus rien savoir de l'Église catholique. J'ai été baptisée contre mon gré. Et je trouve que toutes les religions, pas juste la catholique, sont misogynes et homophobes. Donc, je veux rien savoir des religions. Oui. Donc, comment tu pourrais m'évangéliser, toi? C'est pas... Le problème, c'est que les gens, dans le fond, quand ils ont mis la religion à l'extérieur... dans les années 70, c'est que le clergé est allé un petit peu trop loin dans son abus de pouvoir. Ouais. Tout comme en ce moment, je crois que c'est le gouvernement qui va trop loin dans son abus de pouvoir, surtout avec ce qu'on a vu avec les truckers en 2022. Donc, d'un bout puis de l'autre, je comprends, parce que j'aurais vécu dans une autre génération, j'aurais probablement eu la même mentalité. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça, puis ça a changé ma vie. Il m'a dit, écoute, si tu vas voir l'orchestre symphonique, OK? Puis qui joue la 7e symphonie de Beethoven et qui fausse, il la joue mal. Est-ce que tu vas blâmer Beethoven ou tu vas blâmer les musiciens? Bonne Donc, question. si le clergé a fait des choses qui étaient dégueulasses dans le passé, qui étaient anti-éthiques, est-ce qu'on blâme Jésus-Christ? D'accord. Donc, toi, tu es un grand fan de Jésus, puis on va y revenir. Frère Lanfone, j'espère que je le prononce comme il faut. Ouais. Donc, vous, votre but avec ce podcast-là, c'est pas de nous évangéliser. C'est-à-dire, oui, c'est quand même de l'évangélisation, parce que l'Église existe pour l'évangélisation. Mais évangéliser, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Moi, mon but, c'est vraiment d'aller dans les périphéries. Parce que le pape François n'arrête pas de demander aux catholiques de sortir des murs de l'Église pour aller aux périphéries. Donc, aux gens qui se situent à la marge de l'Église ou même à l'extérieur de l'Église. Parce que l'Église a un peu cette mauvaise habitude ou cette tendance d'attendre que les gens viennent à nous, tu sais. Mais le problème, c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si on est pour attendre seulement que les gens viennent à nous, ils viendront pas, les églises sont vides. Donc, le fait de faire un podcast, c'est une façon d'aller rejoindre les gens là où ils sont. Là où ils sont, tout à fait. Donc, dans l'extrait qu'on vient de voir avec Tangerine Dream, évidemment, j'ai choisi juste un tout petit extrait parce que je trouve, donc, Tangerine Dream, qui est une ex-star de la porno, elle a été danseuse, elle a eu un bar de danseuse, elle a eu un club échangiste. Il y a un dialogue extrêmement intéressant entre vous trois. À un moment donné, Tangerine Dream vous pose une question, frère Lanfone. Elle vous dit, quand vous faites le vœu de chasteté, est-ce que ça inclut la masturbation? Moi, je trouve que Tangerine, elle pose des motadines de bonnes questions. Tout à fait. Alors, ça inclut-tu la masturbation? Oui, ça l'inclut. Moi, j'aime bien votre petit sourire. Vous êtes comme un petit enfant de 8 ans. Masturbation. Non, mais c'est parce qu'en fait, vous parlez d'un extrait, parce que Tangerine m'a invité à son émission, à son propre podcast. Puis ça, c'est un extrait de son émission à elle, où elle posait beaucoup de questions pendant plus de 2 heures sur c'est quoi la vie religieuse. Et c'est là que j'ai répondu. Donc oui, effectivement, c'est-à-dire que la chasteté pour l'Église catholique, ça veut dire l'intégration réussie de la sexualité dans la vie d'une personne.
Et ça... Mais vous, elle est intégrée comment, la sexualité, dans votre vie, elle est intégrée... En tout respect, tout à fait, en tout tout à fait, respect. tout Puis là, à je sais pas si je peux vous toucher quand je vous parle de masturbation puis de vie sexuelle. Non, tout à fait. C'est-à-dire que nous, la chasteté, ça... Je voudrais pas voir monter votre capuce, là. Tout d'un coup, la chasuble qui prend le bord, là. Oui. Mais c'est-à-dire que nous, la chasteté, comme religieux, ça se vit dans le célibat consacré. Alors, donc ça comprend tout type d'actes sexuels auxquels on peut penser, soit avec une autre personne, soit avec soi-même. Donc, ça l'inclut, bien sûr. Oui. Ça inclut la masturbation. Bon, voilà, on a réussi à lui faire dire. Joël, j'aime... Quand j'interviewe des gens, j'essaie de le faire dans le plus grand respect. Je te l'ai dit quand je t'ai invité, je suis pas là pour rire de toi. D'aucune façon, je suis pas là pour rire de vous non plus, frère l'enfant. Au contraire, je trouve que ce que vous faites avec ce podcast-là, c'est une forme d'ouverture, de discussion. Et si on peut parler de tout dans la société québécoise en 2025, pourquoi ne pourrait-on pas parler de religion? Toi, Joël, dans le podcast, à un moment donné, et là, je vais faire signe à Jean-Philippe Leroux, on va aller à l'extrait avec Michel-Ange. Donc, tu reçois quelqu'un qui fait plus un peu dans le paranormal, et tu lui fais la confidence suivante. Mais je peux te dire une chose, par exemple, c'est que j'ai eu une expérience avec Jésus aussi. Mm-hmm. Quand j'ai prié, moi... Au sang de Jésus? Ben, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est pour la protection. Quand j'oublie de prier le soir au sang de Jésus, je me fais tout le temps attaquer. Quand je prie au sang de Jésus pour la protection, puis je le visualise, son sang sur mes plafonds, sur mes murs. OK, attends. Fait quand tu arrives pour dormir, tu pries, parce que si tu pries pas, tu te fais attaquer, tu dis? Encore aujourd'hui? Je fais plusieurs prières. Ouais. OK, je vais prier pour mes amis. Mettons, j'ai des gens qui sont malades ou que leurs parents sont malades. Tout ça, je prie pour les autres. Après ça, je prie pour me faire pardonner pour mes péchés. Et la troisième prière, c'est une prière que je prie au sang de Jésus pour ma protection, pour la protection de ma conjointe. OK. Alors, en tout respect, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, de prier au sang de Jésus? Puis s'il te plaît, éduque-moi, parce que honnêtement, c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ça. Écoute, toi aussi, Cybèle, hein? Moi aussi, c'est la première fois que j'entends comme ça. C'est une influenceuse américaine que j'ai vue sur TikTok qui avait dit d'essayer ça. Puis dans ce temps-là, j'avais des attaques spirituelles en quantité industrielle. C'est quoi une attaque spirituelle? Écoute, depuis que j'ai commencé le podcast avec le Lucide Podcast, moi, je crois vraiment qu'il y a un monde 3D dans lequel on vit. Puis je pense qu'il y a un monde spirituel aussi. Et puis, dans le monde spirituel, il y a des entités négatives, il y a des énergies négatives. Que tu appelles le démon? Donc, j'appelle ça des démons. Des démons? Le démon, Satan, OK, ça, c'est Lucifer. Ça, c'est un ange déchu. Et les démons, c'est des entités négatives qui viennent se nourrir un petit peu de tes péchés, que ce soit l'ego, que ce soit l'ost, que ce soit la gourmandise, que ce soit n'importe quoi. Tu sais. Souvent, quelqu'un qui a un problème d'obésité, il y a des démons. Puis ces démons, dans le fond, ben, ils se nourrissent de sa gourmandise. Quelqu'un qui a des problèmes avec sa sexualité, c'est l'ost. En français, l'envie, le désir, la luxure, oui, merci. Exactement. Oui. Donc, on est tous des pécheurs. Okay? Je veux dire, il n'y a personne qui n'a pas péché sur la planète Terre, sauf évidemment, dans notre croyance à moi et l'enfant, de Jésus-Christ. Okay? D'accord, on est d'accord. Donc, c'est sûr que moi, j'ai des faiblesses, comme tout le monde a des faiblesses. Okay. Et puis, depuis que j'ai parti le Lucide Podcast avec Olivier Jean, et je me suis fait attaquer beaucoup spirituellement, j'ai vu qu'il y avait du monde, probablement des entités qui n'aimaient pas ce que je faisais. D'accord. Et puis, j'ai eu des... la nuit, je vivais un peu des attaques, j'ai eu de la paralysie du sommeil. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la paralysie du sommeil, il y a une explication scientifique derrière ça. Brièvement, parce que je veux qu'on en arrive au sang de Jésus. Parce que tu nous décris que tu vois du sang de Jésus sur les murs. Tu visualises ça. C'est une influenceuse américaine chrétienne qui a dit, si vous vous faites attaquer dans votre sommeil, je ne me souviens plus de son nom. D'accord. Mais essayez ça, priez au sang de Jésus-Christ. Je l'ai essayé, puis depuis ce temps-là, je ne me fais plus attaquer. D'accord. Alors ça, c'est très particulier. Et ça m'amène à un autre exemplaire de votre podcast. Cette fois-là, vous aviez reçu quelqu'un qui s'appelle Jérémy Noah Thériault, qui avant était athée, qui a découvert Jésus, qui à un moment donné ouvert la Bible. Je pense qu'il est allé au Renaud-Bré, il a acheté la Bible, puis ça a changé sa vie. Donc, on écoute un petit extrait de votre podcast, votre balado avec Jérémy Noah Thériault. Le pote, quand je suis devenu chrétien, 3 jours après avoir ouvert ma Bible la première fois, mon addiction de 5 ans de fumer du pot est partie. J'avais souvent essayé d'arrêter, j'étais pas capable, c'était plus fort que moi, je fumais 40-50 fois par jour, c'était fou. Parti. Genre, 40 à 50 fois par jour. Mais ce que je fais. Mais je fumais pas des joints, je fumais des bongs. Fait que, OK, je fumais pas 40. Mais dans le fond,
J'avais mon ordi, je faisais du montage. Je faisais tout mon montage moi-même, mes vidéos YouTube. Bon, là, il rentre dans tous les détails. Moi, je veux pas rentrer dans les détails. Quand vous dites évangéliser Frère L'Enfant, est-ce que c'est ça? C'est convaincre les gens que la foi chrétienne va les sauver du vilain cannabis? Non, c'est-à-dire qu'encore une fois, l'évangélisation, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ouais. On ne peut pas évangéliser, selon moi, une personne dans une entrevue de 1h30, 2 heures, tu sais. Moi, mon but, c'est vraiment d'entrer en dialogue avec des personnes qui ne sont pas forcément des catholiques pratiquantes. Parce que dans les 3 personnes qu'on a interviewées jusqu'à maintenant, il y a GNT, dont Jérémy Noah-Thériault, qui, lui, il s'est converti au protestantisme. Donc, ce n'est pas un catholique. Il y a Madame Tangerine Dream, qui est pas très croyante, mais bon, je pense qu'elle est plus agnostique, mais il faudrait qu'on lui pose la question. Et on a aussi Michel-Ange, qui, lui, ne se dit pas chrétien. Alors, donc, c'est vraiment ça le but pour moi. C'est un dialogue avec des gens. En fait, vous faites ce que très peu de gens font aujourd'hui, c'est dialoguer avec des gens qui ne pensent pas comme vous. Tout à fait. En quoi? En espérant que du choc des idées naisse la lumière? C'est-à-dire que moi, je suis persuadé que même avec une personne qui ne pense pas comme toi sur un ensemble de questions, il y a toujours un point commun, qui nous rejoint. Et c'est pour ça que moi, les invités qu'on a, ce sont des personnes que je trouve très intéressantes. Puis on se rend quand même compte qu'il y a un échange qui est possible, il y a un dialogue qui est possible. Et nous, on ne le fait pas seulement en fonction de notre invité, mais on le fait aussi en fonction de notre auditoire. Parce que je trouve qu'on est dans une société où on a voulu un petit peu marginaliser le discours sur la religion, d'une certaine façon. Or, le religieux puis le spirituel, ça fait partie de la vie de beaucoup de personnes. Oui, je le respecte, je le comprends pas, mais je le respecte. Tout à fait. Donc, et pour moi, le podcast, c'est aussi une plateforme pour permettre de discuter de religion et de spiritualité d'une manière très, très libre. Alors, c'est un peu pour briser ce tabou-là aussi. Mais d'une manière très libre et sans jugement. Et moi, c'est ça qui me frappe, c'est que justement, le jeune influenceur, donc Jérémy Noah-Thériault, il vous le dit, le jour où il a annoncé officiellement qu'il s'était converti, il a perdu 7000 abonnés, ce qui semble être un drame pour lui. Toi, Joël, de même que M. Bournival, ton ami qui est aussi dans le documentaire Alpha, vous avez beaucoup été ridiculisé à cause de votre foi catholique, alors que si vous aviez été musulman ou juif ou raélien même à la rigueur, je suis pas sûre qu'on aurait tenu le même discours à votre égard. Là, en fait, là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. C'est sûr que on peut faire le cas, je veux pas vraiment rentrer dans la religion musulmane, mais on a beaucoup ri de toi et de Julien Bournival et d'Olivier parce que vos valeurs par rapport aux femmes, ça on reviendra pas là-dessus, mais beaucoup de vos valeurs sont basées sur la religion catholique et on vous a vraiment cloué au pilori à cause de ça. Oui. On ne se serait pas permis ça si vous aviez pas été des catholiques. 100%, ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Est-ce que ça te choque? Non, écoute, je suis pas surpris, ça me choque pas. J'aimerais que les choses changent, par contre, mais vu que je ne suis pas surpris, et puis je sais un petit peu comme Trump l'appelle le deep state. J'ai comment le deep state il opère dans la société. Tu sais que tu ne fais pas des amis quand tu cites Trump. Tu peux y aller là. Non, mais vas-y tant que tu veux. Je vais juste te dire, tu ne te fais pas d'amis quand tu fais ça. Écoute, j'ai parti du Lucide Podcast parce que j'ai fait ça pour me faire des amis. Mais non, je pense pas non plus. J'ai pas fait ça pour me faire des amis, puis de toute façon, je vote pas pour Trump, je suis Canadien, OK? Sauf que quand je regarde un petit peu ce que Trump fait avec le mouvement wokisme, je trouve ça quand même bien pour son pays, tandis qu'ici, on a 32 000 genres, tu comprends-tu? On dit encore que les hommes peuvent allaiter, puis ça va un petit peu trop loin. Fait que, tu sais, ce que j'aime de l'administration de Trump, même si je voterai jamais pour Trump, c'est que le gars, dans le fond, il ramène un peu le clergé, l'Église dans son pays, mais nous autres, on fait pas ça. Puis moi, je pense que si on le ramène, on peut kicker le wokisme à l'extérieur aussi, là. OK. Là, il va falloir que tu m'expliques à un moment donné le lien entre wokisme, la religion catholique, tout ça. On s'éloigne un petit peu de mon sujet. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit un petit peu plus tôt, Joël, quand tu disais c'est pas parce que y a un musicien de l'OSM qui fait une fausse note que c'est la faute à Beethoven. Sous-entendu, c'est pas parce qu'il y a des prêtres catholiques qui ont sodomisé des enfants que c'est la faute au petit Jésus. Non. Donc, je pense que dans un cas comme dans l'autre, vous voulez revenir au message de base de Jésus. Moi, je suis d'accord. Aimez-vous les uns les autres. Ne faites pas aux autres que vous voulez pas qu'on vous fasse. L'amour.
l'amour Christ, même, dirait notre amie Louise Latraverse. Tout à fait. Puis moi, ça me fait penser à une chose que disait Denise Bombardier. Je crois Denise Bombardier qui se disait agnostique. Ouais. Elle disait l'histoire du petit Jésus. Là, tu sais, quand vient le temps de Noël, il y a toujours une espèce de douceur qui nous envahit, je crois, pour la plupart des gens. Là. Bon, peut-être pas d'accord, donc je retire mes paroles. Non, mais la plupart des gens, oui. Oui, pour la plupart Québec, des gens. Oui. Donc, Denise Bombardier disait, c'est une belle histoire, cette histoire-là de la naissance de Jésus. Ça vaut la peine d'être raconté. Et moi, je crois profondément, parce que je suis religieux, tu sais, que le christianisme a apporté beaucoup de bon dans l'histoire de l'humanité. Bon, il y a eu aussi des choses qui étaient peut-être un petit peu moins catholiques d'une certaine façon. Mais lorsqu'on regarde... Mais pas un petit peu, beaucoup. Oui, pour certaines questions. Mais ça vous met pas mal à l'aise, vous? Je sais que vous êtes un moine dominicain, donc c'est différent, c'est comme une branche de... Mais quand même, de voir tant de souffrance qui a été créée, pas par Jésus lui-même, mais par ceux qui se revendiquent de Jésus, ceux qui disent parler au nom de Jésus et qui font le contraire. Je pense, par exemple, quand vous faites l'entrevue avec Tangerine Dream, vous lui rappelez ce très beau passage dans la Bible. Quand Jésus il revient au monde, quand c'est la résurrection, ben, la personne qui annonce la résurrection de Jésus, c'est toujours bien Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'était toujours bien une prostituée. Mais pourquoi aujourd'hui la religion catholique est-elle si bornée, si misogyne, si homophobe, si contraignante? L'amour, tu as mentionné le mot amour tantôt. Amour ne veut pas dire inclusivité, OK? L'amour, ça veut dire que si tu le sais que, mettons, tu continues à vivre dans le péché et tu continues d'avoir de la fierté de tes péchés, parce que la fierté, c'est un péché, by the way. Si tu continues à être fier de tes péchés, eh bien, tu vas aller en enfer. Puis, mais Jésus, c'est pas ça qu'il aurait dit. Non, c'est ça qu'il aurait dit. Jésus, il aurait rencontré une prostituée sur le boulevard Saint-Laurent. Je suis ami il l'aurait pris dans ses bras. Je suis ami avec Tangerine. On fait même des soupers ensemble. Pour donner une idée, on n'a pas les mêmes valeurs pantoute, puis on est des amis comme ça, moi. Oui, mais est-ce que tu penses que Tangerine Dream, elle va aller en enfer parce qu'elle a été une star de la porno? Moi, je pense que si tu es un chrétien et si tu aimes les gens, tu veux que les gens finissent au paradis. Et je pense que c'est important d'essayer d'avoir des conversations, des fois même difficiles avec eux autres si tu les aimes. Moi, je pense que c'est important. Ça ne veut pas dire que tu les juges. C'est pas dans le jugement. Ouais. OK? C'est juste pas dans le jugement, juste tu vas aller en enfer. Mais... non, encore là, on revient à Jésus. Jésus n'était pas dans le jugement. Oui. Mais par contre, quand le monde respectait pas, c'était-tu le sabbat, le dimanche, je pense, il levait toutes les tables, puis c'est choqué. Le sabbat, c'est le samedi. Il a chassé les marchands du temple. Oui, il choquait des fois Jésus. Mais vous n'avez pas un malaise, frère Lanfone, avec ce que certains ont fait de la parole de Jésus? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'Église est constituée de pécheurs. Hein? Et puis, si on pense au drame des abus sexuels, c'est effectivement un drame. Moi, je suis le premier à reconnaître que l'Église a failli dans cette question-là. Merci de le dire. Parce que l'Église, je crois, elle a... Je lance pas la pierre sur une personne en particulier, mais je crois que l'Église, dans sa dimension institutionnelle, a peut-être trop à chercher à protéger les prêtres abuseurs que les victimes. Oui. Ça, je le crois personnellement. Oui, moi, je suis d'accord avec vous. J'enlèverais le peut-être. Je pense que c'est sans l'ombre d'un doute qu'elle a cherché à protéger des êtres ignobles qui s'en sont pris à des petits-enfants innocents. Écoutez, c'est une discussion absolument passionnante. J'aime cette circulation d'idées. Je vous remercie d'avoir bravé la tempête et d'être venu en personne en discuter avec nous. Donc, j'encourage tout le monde à aller voir votre podcast. Ça s'intitule « Le musclé et le moine ». J'avoue que c'est quand même extrêmement bien choisi. Donc, merci pour votre ouverture d'esprit. En espérant, Joël, que je ne vais pas brûler en enfer. J'ai tellement peur de ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Mme Durocher. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. On reçoit régulièrement sur les ondes de Cube, à mon émission, mais à toutes les émissions, Raphaël Provost, qui est directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Il vient régulièrement nous parler des droits de la communauté LGBTQIA+, 2S, etc. Mais aujourd'hui, on le reçoit pour une histoire personnelle qu'il a révélée pour la première fois en fin de semaine lors du salon Tentation, ce salon dont j'avais reçu les deux directeurs il y a quelque temps de ça, un salon sur la sexualité et l'érotisme.
Raphaël, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Écoute, c'est tout à fait normal parce que j'aime beaucoup parler avec toi. Je trouve que tu es un représentant de l'ouverture, de l'intelligence, du dialogue. Et tu as, en fin de semaine, fait une confidence très particulière au salon. Tu parlais des applications de rencontres, Grindr, pour pas le nommer. Tu as raconté des belles expériences et des moins bonnes expériences. On va peut-être commencer par raconter les belles expériences pour pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça permet des belles rencontres, Grindr? 100%. Et j'ai voulu, avec cette conférence, prêcher par l'exemple. Tu le disais, tu m'as présenté, puis je le prends dans les beaux mots que tu utilises pour me présenter l'ouverture, la bienveillance. Je suis pas parfait, mais j'essaie de l'être le plus souvent possible. Et le titre de ma conférence s'appelle « Le top et le bottom des applications de rencontre ». Alors, c'est un jeu de mots, évidemment. C'est un jeu de mots. J'ai voulu jouer avec les codes parce que pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire, c'est des rôles qu'on peut avoir quand on fait partie des communautés dans notre aspect sexuel, mais ça veut rien à voir dans ce cas-ci. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont en dessous. Qui pénètrent, qui se font pénétrer. Aussi cru que ça. On y va. Qu'on dise les vraies affaires à faire. Un top pénètre, le bottom se fait pénétrer. D'accord. Après, il y a des dynamiques différentes, mais je voulais jouer avec l'idée du top et du bottom des histoires. Donc, dans le sens, le sommet et les bas-fonds. Exactement. Donc, j'ai utilisé mes propres histoires. Et l'histoire positive d'une de mes rencontres, c'est il y a plus de 8 ans, j'ai rencontré un homme extraordinaire avec qui j'ai partagé ma vie pendant 5 ans, Donatien pour ne pas le nommer, et c'est sur une application de rencontre que je l'avais rencontré. Et une date qui s'est transformée en 2, 3, 4 maisons, 2 chiens, 2 chats, et beaucoup d'apprentissage humain ensemble. Un homme extraordinaire, il m'a appris à me déposer. Je suis quelqu'un qui est très dans les airs, mais cet homme-là m'a appris à être dans le moment présent, à découvrir ce que c'est l'amour sain. Et cette histoire, je me souhaite qu'elle dure le plus longtemps possible. On a décidé ensemble de se séparer de ce 3 ans. Et depuis 3 ans, je suis célibataire. Et donc, tu vas régulièrement sur Grindr. Si vous connaissez pas Grindr, c'est l'équivalent pour la communauté LGBT de Tinder. Je dis ça, je me tourne vers toi, Cybèle, comme si tu étais constamment sur Tinder, là. Non, pas du tout, mais je suis contente que tu l'expliques. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissaient pas, mais non, mais la définition est très bonne. Voilà. J'approuve le message. Une application qui, à la base, se dit pour les hommes gays, mais c'est maintenant toute personne qui peut y aller chercher son plaisir. C'est une application pour, oui, trouver l'amour, mais principalement son plaisir, parce que ça fonctionne par géolocalisation. Je crée mon profil en à peine quelques secondes. J'ai pas besoin de mettre de photos ni de détails, et je peux voir tous les gens qui sont près de moi. Donc, ça pourrait dire, Sophie, elle était à 1 mètre de moi. Non, moi, j'irais pas sur Grindr. Oui, mais si, mettons, tu étais sur Grindr, ça serait le genre de profil que je pourrais voir, de dire, elle est à 1 mètre de moi. Et là, tu viens de m'apprendre quelque chose sur Grindr, il n'y a pas de photo. Donc, excuse-moi d'être aussi direct et aussi cru. C'est envie d'avoir une relation sexuelle, t'as envie de baiser, tu vas sur Grindr. Dans le fond, tu t'en fous un petit peu de la face que la personne a. C'est hyper impersonnel comme application. On peut créer notre profil en quelques secondes. On n'est pas obligé de mettre de photos, même aucun détail sur notre profil. Et on peut écrire directement aux gens et on peut envoyer des photos sans même l'approbation de la personne qui la reçoit. Wow. Donc, c'est assez direct. Mais donc, excuse-moi, dans un cas de figure, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une envie sexuelle et regarde qui est autour, puis... Exactement. C'est genre, hey, salut, je vois que t'es pas loin de le plus proche possible. Oui, je suis à l'hôtel en voyage d'affaires, j'ai envie d'avoir du plaisir. Qui a dans mon hôtel, j'y vais. Raphaël est pas très loin, j'ai écrit ça tente dessus, voici le numéro de ma chambre. Okay. En 15 minutes, c'est fermé. Merci, bonsoir. Okay. Et ça reste qu'il y a beaucoup 15 minutes, tu fais ça vite? Il y a des gens qui sont précoces. Bon. Mais il y a des gens aussi qui vont pour trouver l'amour, comme partout. Et donc, c'est une application que j'ai fréquentée à travers les années, beaucoup dans le dernier temps. Ne me cherchez pas actuellement, je n'y suis plus, pour différentes raisons. Entre autres, parce que l'année dernière, il était arrivé, t'as été agressé sexuellement, on va le dire de cette façon-là. Tu en as parlé lors de la fin de semaine. C'est pour ça que je voulais te recevoir aujourd'hui, premièrement, pour t'entendre, pour accueillir ce que tu as à dire, pour t'offrir aussi toute ma sympathie, parce que c'est pas évident de le vivre, c'est pas évident d'en parler publiquement, mais aussi parce que tu as un message d'avertissement pour les gens. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé en juillet l'année dernière? Je me suis posé la question avant toute chose, pourquoi j'avais envie de le faire de cette façon-là. Parce que c'est la première fois que je le faisais samedi dernier, et aujourd'hui, c'est la 2e fois à ton micro, parce que je suis en colère. Ouais. Je suis en colère qu'on m'ait volé quelque chose l'été passé, puis qui est difficile à rebâtir depuis. Je vous mets en contexte sans vous donner trop de détails parce que c'est
c'est pas important dans ce cas-ci, mais justement, j'ai invité une personne à venir prendre un verre chez moi, quelqu'un avec qui j'ai échangé un peu l'après-midi sur cette application-là. Donc, on échange, on s'envoie quelques photos, il me donne envie, je lui donne mon adresse. C'est pas la première fois que je le fais et je le dis en toute transparence. Je touche du bois, mais ça m'était jamais arrivé de me sentir en danger comme ce qui est arrivé. La personne, elle était arrivée chez moi et dès que la personne, elle est arrivée, je me suis senti pas bien. Mais comme beaucoup trop de fois et beaucoup trop de gens, ce qu'on fait, on se dit, bon, on va prendre un verre, c'est pas grave, il est rendu là, tant qu'à. On prend un verre et la personne devient un peu plus insistante. Donc, je comprends clairement ce qu'elle veut, puis elle a l'air de vouloir que ça se passe rapidement. Donc, on vient à avoir un rapport et dès que les premières étapes se font, quand il a baissé ses culottes, ça me tentait plus. T'as le droit. Et j'ai le droit. Bien sûr, t'as le droit. On peut arrêter à tout moment. À n'importe quel moment. Et je demande justement à ce que ça arrête. Ouais. Mais il a insisté, physiquement et verbalement. Je l'ai repoussé et je ne m'étais jamais entendu dire non de cette façon-là. En le repoussant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais pour lui, c'est un signal de continuer. Il a continué de son côté. Il n'a pas compris le mot non. Au contraire, j'ai l'impression, dans la façon dont tu le racontes, ça l'a excité. Exact. Et j'ai figé de me dire, voir que ça m'arrive, maintenant, comme ça. Il s'est relevé, il est parti. Et après avoir eu son orgasme. Après avoir eu son orgasme, son plaisir à lui, pendant que moi, je vivais la pire chose qui m'est arrivée de ma vie. Il est parti et quand je suis retourné sur l'application, plus de profil. Je sais pas c'est qui. Donc, tu pouvais même pas le dénoncer, tu pouvais rien faire, tu n'avais aucun recours. J'avais eu le réflexe de faire des captures de ses photos avant même qu'il vienne chez moi. Donc, c'est la seule chose que j'ai de lui. Et encore aujourd'hui, tantôt je le disais, je suis en colère qu'on m'ait volé quelque chose qui est difficile encore aujourd'hui. Puis, je me demandais quelles sont les étapes après ce genre de situation-là. Moi, j'ai fait une certaine qui est de en faire une conférence, mais je sais pas c'est quoi les étapes. Puis c'est particulier parce que mon métier à moi, comme directeur général de nos BNL, où on parle de discrimination et de violence dans les écoles, trop souvent, je disais aux gens, dénoncer, faut plus tolérer l'intolérable, passer à l'action. Je l'ai vécu. Je comprends maintenant c'est quoi le courage des gens qui affrontent à chaque étape leur agresseur ou toute autre personne qui leur ont fait vivre une tragédie comme ça. Et c'est pour beaucoup de ces gens-là qu'aujourd'hui, j'avais envie de prendre le micro parce que à mon échelle, je les comprends un peu plus. C'est complexe, c'est vulnérabilisant de faire ça. Et aujourd'hui, moi, j'avais envie de changer le narratif, de me réapproprier l'histoire, mais surtout de briser mon isolement avec ça. Parce que depuis que c'est arrivé, je me sentais, même si je suis super bien entourée, seule avec ce qui s'est passé, j'ai vécu tous les montagnes russes pas possibles, d'émotions, la honte, de me dire, c'est-tu de ma faute? C'est-tu à cause de moi? Aujourd'hui que je sais que c'est pas de ma faute. Comment t'as compris que c'était pas de ta faute? Comment t'es passé par-dessus ce que tu ressentais, cette honte-là que tu ressentais? C'est une importante question. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Moi, c'est en le faisant samedi, ma conférence. Ah oui? Oui. Et j'avais pas prévu de le faire, mais je me sentais bien. Et je remercie Cathy et Eddie de m'avoir offert cet espace-là pour le faire. C'était pas prévu que j'aille aussi loin dans mon histoire. Puis même aujourd'hui, j'avais pas prévu de la rencontrer comme ça. Mais pour moi, j'ai un besoin viscéral d'authenticité, de vérité. Et je voulais me libérer de cette histoire-là. Et me libérer, c'est une première étape pour moi. Après, pour la suite, je sais même pas encore ce que je veux en faire, mais je voulais plus que ça m'appartienne qu'à moi. Et de le partager aux gens qui étaient présents. Il y avait une 40aine de personnes qui m'écoutaient. Et de recevoir après tellement trop de témoignages de personnes qui ont aussi vécu des choses comme ça. Donc, le fameux « moi aussi ». Moi aussi. Moi aussi. Et c'est ça que j'ai reçu depuis quelques jours. Ces mots-là sont tellement importants. Et c'est ce que je veux mettre de l'avant. Et je voulais, moi, je crois à la conversation, t'en parlais tantôt, et plus que jamais, pour sensibiliser et s'éduquer, je pense qu'il faut qu'on jase. Il faut qu'on se permette d'en jaser. C'est tellement pas facile. J'ai jamais été autant stressé à venir à Cube. Puis pourtant, on a eu des sujets difficiles, toi et moi. Mais c'est un sujet là, qui m'interpelle à différents niveaux. C'est la première fois que je vois tes mains trembler. Oui, mais parce que je peux pas concevoir que d'autres personnes vont vivre ce que j'ai vécu ou qui ont vécu ce que j'ai vécu. Il faut absolument qu'on s'y mette, tout le monde ensemble. Et je crois sincèrement qu'en discutant, c'est ça la clé pour qu'on puisse y arriver, puis qu'on puisse le mettre de l'avant, puis qu'on brise cet isolement-là que beaucoup trop de gens vivent et que c'est trop facile de juste dire dénoncer. D'accord. Alors, mais quand même, bon, il y a deux choses que je veux absolument clarifier. Dénoncer, ça aurait voulu dire, par exemple, qu'en juillet l'année dernière, quand ça t'est arrivé, tu serais théoriquement allé voir la police. En même temps, on se le dit. Tu vas voir la police, tu leur dis, je suis allé sur Grindr, le gars est venu chez nous, il a baissé ses culottes, puis je lui ai dit non. Je suis pas sûre que la police aurait
qu'il y aurait eu des conséquences et que... Mais c'est la question que je me suis posée. Comment il le retrouve, le gars? T'as fait des captures d'écran, mais retrouver le gars qui s'appelle, je sais pas, Bisoun22, là. Exactement. Sais-tu qu'est-ce qui me passe par l'esprit? Depuis sur quoi moi j'ai le contrôle, d'une certaine façon, c'est comment on navigue sur les applications de rencontres. Et quand on m'a invité au Salon de la Tentation, justement dans un univers de plaisir, de tentation, comment on va vers l'autre avec ses désirs et son propre plaisir? C'est une excellente question parce que tu veux pas non plus dire plus jamais. Mais non. Parce que ça fait partie aussi de j'imagine, hein, de l'excitation. Exact. Moi, j'ai aucun problème à le dire. C'est un univers qui m'est complètement étranger. Parce que j'ai pas, tu sais, ça fait 23 ans que je suis en couple avec le même gars. Quand j'ai commencé avec Richard, ça n'existait pas. Même quand j'étais célibataire, ça n'existait pas, ce genre d'application. Mais je peux te dire quelque chose, Raphaël. C'est que, moi, quand j'étais jeune, si ma mère avait su que j'avais rencontré un gars dont je connaissais aucune des coordonnées, je connaissais pas son nom, je connaissais rien, ma mère m'aurait dit, Sophie, tu t'en vas dans la gueule du loup. Et c'est un conseil. Mais je te dis ça sans jugement. Non, puis je me sens tellement pas jugée, mais la maman en moi me dit, tu sais, c'est comme j'ai peut-être l'âge d'être ta mère, Raphaël. Je me serais inquiétée pour toi. Et c'est où est-ce que ça l'a touché la honte? C'est parce que c'est un comportement que je ne recommanderais même pas à une amie. Et c'est ça qui me passe par l'esprit depuis tout ce temps-là, de me dire, une amie me téléphonerait cet après-midi-là, puis elle ferait la même chose que j'ai fait. Je serais le premier à lui dire, voyons, on va aller prendre un verre, toi puis moi, puis on va y penser, puis au pire, je serai là, puis on va travailler ensemble. Est-ce que t'as une bonne date? Donc, c'est pour ça que moi, j'avais envie d'en parler. Mais je dis pas ça dans le jugement, Raphaël. Non, je me suis tellement pas senti jugé. Mais je trouve que c'est important de réfléchir, parce que c'est vrai que c'est le fun, c'est excitant de se dire, hey, je vais coucher avec un inconnu, je le reverrai jamais. Mais il y a une part de danger qui est quand même incluse là-dedans. Exactement, puis il faut la considérer malheureusement dans notre univers. Comme je l'expliquais avec Tinder, Grindr, peu importe, c'est tellement facile et c'est propice aux prédateurs. Et on vit dans un monde où il y a beaucoup trop de gens prédateurs. Et comme moi, j'y allais avec mes meilleures intentions du monde, mais c'est souvent dans ce genre de situation-là qu'on peut se faire avoir. Exactement. Et je veux qu'on travaille plus que jamais à justement, on n'a pas à se sentir mal de vouloir avoir du plaisir ou à vouloir trouver l'amour, mais je devrais pas être en danger. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant avec ça? Plaisir sans danger. Mais est-ce que, je me demandais, est-ce que des fois, tu as l'impression peut-être que les gens de la communauté peut-être prennent plus de risques parfois? Parce que puis c'est vraiment de l'extérieur, je me dis, tu sais, moi, je suis vraiment dans un milieu hétérosexuel. Là, vraiment, tu sais, mes amis de filles, quand ils vont en date, tout ça, c'est tout le temps avec des hommes ou presque majoritairement. Puis on a comme un espèce de code, on dirait, nous, on se parle, la majorité du temps, on va toujours prendre un verre ailleurs. Puis j'ai l'impression, comment tu me le parles, puis peut-être que c'est une généralisation, mais le fait d'être capable d'inviter quelqu'un de même tout de suite à frette, est-ce que c'est un stéréotype ou quelque chose qui arrive souvent, qui est dans la communauté, donc vous devez vous protéger entre vous? C'est pas scientifique ce que je vais partager, mais une application comme Grindr n'existe pas dans le milieu hétéro, ni même dans le milieu des femmes lesbiennes. Ça ne fonctionnerait même pas. Là, c'est vraiment deux hommes ensemble, on enlève tout le reste et ça donne des choses. C'est pas le fait de se rencontrer aussi facilement qui est l'enjeu, c'est comment on le fait. Ouais. Et qu'il y ait aussi peu de consentement et que la culture du viol, nous on le voit sur les applications de rencontre, puis c'est une chose que je dénonçais également, la discrimination si décomplexée sur les applications de rencontre des gens qui ne veulent pas rencontrer des personnes noires ni asiatiques, pas de personnes grosses. Ben, c'est vraiment quasiment anthropologique comme expérience d'aller sur une application comme Grindr, de voir tout ce qui se passe. Et le paradoxe, c'est tellement d'hommes curieux, hétéros qui y vont venir fétichiser les gens LGBTQ+, venir chercher leur plaisir et pourtant ne sont pas nos alliés dans le quotidien. Mais je vous invite à aller faire un tour sur Grindr. La moitié des profils se disent être des hommes curieux ou en couple qui viennent chercher le petit plaisir au détriment de l'autre personne de l'autre côté. Et c'est ce que je déplore et je dénonce, c'est le manque d'humanité dans sa recherche de plaisir. La preuve, c'est ce que j'ai vécu l'automne passé. C'est le plus grand manque d'humanité de faire ça à une personne. Et je veux transformer ça en beau. Prendre ce qu'il y a de plus laid, d'en faire quelque chose de beau. Puis si ça peut résonner chez deux personnes aujourd'hui, une personne qui a subi ça puis qui se sent moins seule, ou une personne qui peut-être a des comportements problématiques sur ses façons de rencontrer, j'aurais réussi ma mission. Puis c'est pour ça que j'avais accepté de venir ici aujourd'hui. Mais la mission, c'est un bon mot. Alors, je t'offre toute ma sympathie, toute mon empathie, toute ma tendresse, toute ma gentillesse, tout mon amour, Raphaël. L'amour, tu sais à quel Chris. point l'amour, Chris, oui, on en a parlé tout à l'heure. Exact. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Et donc, attention, danger, les applications peuvent apporter beaucoup de plaisir et beaucoup de danger aussi. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Quand on
on se tourne vers Isabelle Huot, qui est docteure en nutrition. On a toujours des bons conseils. Et aujourd'hui, Isabelle, tu vas nous donner des conseils sur l'alimentation anti-inflammatoire. On va peut-être commencer par le début. C'est quoi l'inflammation? Ben, l'inflammation, Sophie, c'est tout à fait normal en phase aiguë. Par exemple, on va se blesser, on va avoir de la rougeur, de la douleur. Là, il y a une cascade inflammatoire qui se met en branle qui va provoquer la guérison de la blessure. Ça, c'est normal. Maintenant, on parle d'inflammation chronique ou encore de bas grade, qui est une inflammation de très faible intensité. Il n'y a pas de symptômes, mais qui serait associée à toutes sortes de pathologies, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, peut-être démence de type Alzheimer, dépression, anxiété. Et de plus en plus, on va évaluer des marqueurs inflammatoires dans le sang. Moi, je fais toujours mesurer, mais moi, j'aime savoir tous les paramètres, par exemple, la protéine C réactive, où on peut mesurer l'interleukine 6 également, qui sont des marqueurs de l'inflammation et qui peuvent témoigner et dire, ben, il y a de l'inflammation de bas grade et ça peut être associé à toute une panoplie de problèmes de santé, entre autres l'obésité. Elle va créer une inflammation de bas grade parce que les cellules adipeuses vont générer, si on veut, des molécules inflammatoires et tout ça, ben, ça peut nuire à la santé, d'où l'intérêt d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. D'accord. Alors, évidemment, comme d'habitude, faites en sorte que votre aliment soit votre médicament. Oui. Quels sont, mettons, au numéro 1, là, vraiment le roi de l'aliment qui joue en notre faveur contre les inflammations? Le roi, c'est le bleuet. Donc, les bleuets. Je pensais que tu allais dire le vin rouge. Le vin rouge, oui, mais il y a la partie alcool qui est inflammatoire. Donc, c'est drôle parce que je lisais des études sur le vin rouge, justement, ce matin. Et puis, on disait, il y a la partie éthanol qui est inflammatoire. Mais oui, effectivement, il y a les polyphénols. Les polyphénols, mais définitivement bleuets et fraises. Et c'est tellement intéressant. Il y a plein d'études, justement, qui viennent d'être publiées. Et on sait que ce qui amène l'inflammation à une diète qui est ultra transformée, trop d'alcool, une diète qui est riche en gras saturés, en gras trans, en sucre. Donc, une alimentation typique nord-américaine, elle est très pro-inflammatoire. Ben, ce qu'on a fait, on a donné, par exemple, à des sujets une alimentation de type bacon, des œufs, des trucs très transformés, et on a rajouté soit une banane ou soit des bleuets au petit déjeuner qui favorisait l'inflammation. Puis on s'est rendu compte que la banane n'avait aucun effet, donc les marqueurs inflammatoires augmentaient, mais les bleuets contrecarraient l'effet inflammatoire du régime. Fait que oui, effectivement, c'est hyper intéressant, puis ça vient d'être publié. Donc, je dirais les petits fruits là, bleuets, fraises là, étaient vraiment, vraiment au top de leur catégorie. Si on peut en manger, on sait qu'en ce moment, c'est pas la saison, quoi qu'il y a des produits de serre qui sont intéressants. Ils sont en spécial. Moi, je suis allée faire mes courses en fin de semaine, puis il était en spécial 3,99, un petit casseau sur les Provigo. Salut Isabelle, je me demandais, tu sais, j'arrête pas de voir justement, c'est la mode ces temps-ci, parler d'anti-inflammatoire. Mais là, je vois des gens qui parlent de diète complète de ça. Tu sais, c'est vraiment là, du matin au soir, c'est anti-inflammatoire. Mais toi, tu parles juste d'ajouter un ingrédient. C'est quelqu'un qui se sent inflammé, c'est quoi vraiment c'est un ou c'est l'autre ou? J'aime ça ta question, Cybèle, parce qu'en fait, oui, les bleuets, c'est une étape, mais idéalement, c'est beaucoup plus que ça. Bien sûr. Plus que ça veut dire aucun aliment transformé, ça veut dire plus d'oméga 3, moins d'oméga 6, fait qu'en d'autres mots, plus de poissons, moins de viande, des huiles qui sont riches en oméga 3 comme l'huile de caméline, des noix de Grenoble également, cuisiner davantage à la maison, très très peu de sucre, donc des polyphénols d'olive qui ont un effet anti-inflammatoire, des polyphénols de cacao ou encore chocolat noir également, des noix, des graines, tout ça, et le curcuma, parce que une diète anti-inflammatoire peut être des épices, des fines herbes, mais le curcuma, c'est vraiment l'épice avec le plus de propriétés anti-inflammatoires. On sait que c'est la mode. Combiné avec le poivre, hein? Combiné avec le poivre, ça augmente, ça multiplie par 7, je pense, les effets du curcuma. Mon Dieu, qu'elle est bonne, Sophie.
Ben, c'est parce que j'ai lu David Servan-Schreiber et dans son livre, il est décédé maintenant et à un moment donné, il parlait de l'importance du bleuet. Oui. Et il dit comment ça se fait que quand on allume notre télé, il y a jamais genre une publicité pour le bleuet. Toutes les choses qu'on voit, les publicités à la télé pour des produits alimentaires, en général, c'est pas des trucs qui sont bons pour la santé. Alors comment ça se fait que le lobby du bleuet et pas aussi fort que le lobby de McDo ou de ci ou de ça. Les bleuets sont bons pour la santé. Ah, mais tellement, mais on manque tellement de budget pour faire de la publicité. Quand on regarde les publicités, 80% ce sont des publicités de malbouffe, effectivement. Oui. Puis on sait que c'est corrélé aux mauvaises habitudes alimentaires qu'on a ici au Canada. Donc, vivement les bleuets, vivement les fraises de serre, les bleuets surgelés. Il y en a du Québec également. On peut lire sur le sac ou du moins produits du Canada. Et on rajoute des polyphénols d'olive, donc de l'huile d'olive extra vierge. On mange plus végé, plus d'oméga 3 et déjà puis un peu de curcuma un petit peu partout là à l'indienne, c'est parfait. Puis comme ça, c'est sûr que c'est bénéfique. Puis je terminerai, là tu as un petit shot de boisson parce que je voudrais dire que le microbiote est important aussi. J'ai juste de l'eau, j'ai pas de vodka cette fois-ci. Oui, le microbiote, encore et tout le temps. Donc, microbiote, régime méditerranéen. Quelqu'un qui vient de le texter, microbiote. Ah oui, vient de le texter. Oui. Ben, c'est ça, c'est devenu notre blague récurrente entre nous. Merci beaucoup, Isabelle. On va aller prendre un bon smoothie au bleuet. Ça va être absolument succulent. Donc, je rappelle qu'ils sont en spécial à 3,99. Je pense que c'est chez Provigo. C'est pas un bon job, toi, Sophie. Tu devrais vendre des bleuets. Ben oui, c'est ça. Je vais aller vivre au Saguenay. Merci beaucoup. À demain. Kid.